Salut les externes de quatrième année qui sont en module de gastro-entérologie. Alors nous avons commencé à parler de la cirrhose hépatique. Je vous ai déjà communiqué le premier enregistrement où je me suis concentré sur donc la physiopathologie de cette cirrhose qu'il faudrait bien comprendre pour pouvoir s'accrocher dans la suite de ce cours. Alors maintenant, on va essayer de voir les aspects anatomopathologiques de la cirrhose hépatique. Voilà, bien entendu, le foie cirrhotique est un foie fibrotique. Donc, on ne va retrouver au niveau de ce foie-là que de la fibrose et qui va être important, qui va être diffuse et qui va nous délimiter des nodules de régénération. Là, on le sait. Sur le plan macroscopique, en fait, nous allons décrire deux, euh, deux caractères importants du foie cirrhotique. Le premier, c'est la taille de ce foie, qui est le plus souvent variable. On peut avoir un foie qui est hypertrophié ou un foie hépatomégale, d'accord, comme on peut avoir un foie atrophié, d'accord, ou bien donc un lobe hypertrophié, un autre atrophié, donc c'est un foie atropho-hypertrophique. Donc on peut avoir une cirrhose atrophique, une cirrhose hypertrophique qui s'accompagne d'une hépatomégalie et d'une cirrhose atropho-hypertrophique. Et voilà donc superficiellement comment ce foie-là va nous paraître. Et puis voilà donc à la coupe, quand même on voit qu'il y a une mutilation de la texture normale du foie et en coupant on sent que ça craque un peu. Maintenant, le deuxième critère, c'est les nodules de régénération. Donc, on peut avoir des nodules de régénération un peu volumineux, comme on peut avoir de petits nodules de régénération, mais aussi association éventuelle des gros et des petits nodules de régénération. Donc, quand le diamètre ou le plus grand diamètre de ces nodules de régénération est inférieur à 3 mm, on parlera de cirrhose micronodulaire. Quand leur plus grand diamètre est supérieur à 3 mm, on va parler, ça va de soi, de cirrhose macronodulaire. Et quand il y a association de nodules de cirrhose micronodulaire et de cirrhose macronodulaire, c'est-à-dire micronodules et macronodules au niveau d'un seul foie, et donc on va parler d'une cirrhose mixte. Sur le plan microscopique, je ne vais rien inventer, j'ai bien expliqué la physiopathe, donc vous n'avez qu'à déduire les choses. Donc sur le plan microscopique, on va retrouver de la fibrose, on va retrouver des nodules de régénération, on va retrouver de l'inflammation et de la nécrose. D'accord. Voilà les différentes anomalies qu'on doit retrouver au niveau d'un foie cirrhotique. Prenons l'exemple, par exemple, d'une hépatite B chronique maltraitée qui a évolué alors vers une cirrhose et qui a atteint le stade de cirrhose. Là, on fait une biopsie hépatique et on va retrouver tous ces aspects-là. On va retrouver de la fibrose et les nodules de régénération qui sont en fait les deux conséquences principales du phénomène de cicatrisation et de réparation hépatique suite à un lent processus inflammatoire, un processus inflammatoire lent et agressif. Bien sûr, cela n'empêche pas qu'on retrouve donc des séquelles, autrement dit des traces de cette inflammation qui restent toujours évolutives. Donc on va retrouver un infiltrat inflammatoire, c'est des cellules inflammatoires, donc des macrophages, donc c'est l'aspect de l'inflammation chronique et de la nécrose qui est due alors aux agressions secondaires à l'infection et à l'inflammation. Donc voilà l'aspect microscopique de la cirrhose hépatique. Je vais essayer de faire un petit agrandissement. Comme ça, les choses seront un peu plus claires. Nous avons ici alors une coupe histologique au niveau d'un foie cirrhotique. On voit en rouge là.
en rouge foncé, des nodules de régénération. Quand vous voyez, ils sont bel et bien encerclés et délimités par des pans de fibrose. D'accord? C'est de la fibreuse qui est, vous voyez qu'elle est importante, qu'elle est extensive. C'est tous les nodules de régénération qui sont délimités par de très forts pans de fibrose. Voilà ici, donc nous avons fait une petite schématisation. Ça, c'est l'espace porte. Ça, c'est la veine centrolobulaire. Quand vous voyez, nous avons comment dirais-je là, nous avons l'espace porte qui est là. Nous avons de la fibrose au niveau des espaces portes. Vous voyez la fibrose ici. Et voilà les nodules de régénération, autrement dit les hépatocytes. De l'autre côté, nous allons voir, donc c'est une coupe un peu plus agréable et belle à observer. Voilà, donc nous avons un nodule de régénération. Vous voyez comment il est encerclé par de la fibrose. Vous voyez? Donc il y a de la fibrose et entre fibrose et fibrose, des nodules de régénération. Le malheur, le plus grand malheur, c'est lorsqu'il y a une décompensation. C'est-à-dire au moment où ces nodules de régénération n'arrivent pas à assurer les fonctions hépatiques. Là, on va tomber dans l'insuffisance hépatique et on va tomber dans l'insuffisance hépato-cellulaire qui est l'une des complications de la cirrhose. Et bien sûr, il va y avoir une décompensation et indication éventuellement d'une implantation hépatique, chose qui ne se fait pas chez nous malheureusement, raison pour laquelle donc la cirrhose hépatique constitue un très très gros problème en Algérie. On voudrait probablement qu'il y ait une volonté un peu plus forte que celle de nos aînés plus tard pour pouvoir justement introduire alors cette on va dire prise en charge en Algérie pour pouvoir quand même transplanter tous les insuffisants hépatiques qui sont en train de souffrir dans l'ombre. Alors on va parler maintenant d'un examen complémentaire très très important que tous les étudiants en service alors de gastro-entérologie devraient avoir déjà vu. Donc c'est le fibroscan. Et le fibroscan, autrement dit, c'est l'élastographie impulsionnelle ultrasonore. Donc ultrasonore, ça veut dire qu'elle va compter sur des ondes, des ultrasons, des ondes ultrasonores. Et élastographie, comme son nom l'indique, graphie, ça veut dire inscrire. Élasto, ça veut dire élasticité du foie. Donc nous allons essayer d'évaluer et d'inscrire donc sur un papier bien sûr l'élasticité ou la valeur de l'élasticité hépatique. En fait, bien sûr, nous avons des repères. Alors, le fibroscan, il va nous servir de repérer les modifications de l'élasticité hépatique. D'accord? C'est un examen de suivi, c'est un examen de diagnostic et de pronostic également. C'est-à-dire que ça nous permet de classifier, d'accord, notre cirrhose selon la fameuse classification de Métavir dont on va parler dans quelques minutes. Alors, le fibroscan est une technique qui va s'attacher à mesurer l'élasticité des tissus du foie. Donc, son objectif principal est de mesurer ou de quantifier cette élasticité et de savoir s'il y a une modification importante, comment dirais-je là, d'évaluer ou de quantifier l'écart entre l'élasticité actuelle et l'élasticité qui devrait être, d'accord, donc l'élasticité normale. Et donc là, on va se rendre compte des anomalies. Dès qu'il y a une diminution de l'élasticité, on saura il y a une anomalie et cette diminution de l'élasticité n'est due qu'à la fibrose. Vous savez que la fibrose est rigide, même en effectuant des coupes comme ça sur des fois quand on fait des hépatectomies, etc. à l'anapathe. Donc on effectue la coupe, vous allez entendre un son vraiment caractéristique de la fibrose, ça va craquer. D'accord? Donc c'est par la propagation d'ondes ultrasonores, progression des ondes ultrasonores d'autant plus rapide que le milieu
et dur. Ça veut dire, je viens de vous dire que cet examen compte sur les ondes ultrasonores. Donc, il va utiliser comme moyen des ondes ultrasonores et le lien qui nous permet alors de détecter alors à quel point cette élasticité est perturbée par rapport aux ondes ultrasonores, c'est lorsque la progression des ondes ultrasonores est rapide. Et cette progression est d'autant plus rapide que le milieu est dur. Voilà. Et donc, plus la progression est rapide, plus le milieu est dur, plus la fibrose est importante. Voilà, donc c'est un examen qui est alors non invasif, indolore, sans risque. On l'effectue en 5 minutes. Voilà le fibroscan. Voilà, et j'imagine que vous l'avez déjà vu au service de gastro et d'hépato. Le résultat final qui va être estimé en kilopascal. D'accord, donc c'est la médiane de 10 mesures. D'accord. Et puis il y a une concordance entre les scores d'élasticité hépatique et les stades de fibrose. Donc si l'élasticité diminue, ça veut dire que la fibrose augmente et vice-versa. Je vais vous parler maintenant de la classification de Métavir, qui est une appréciation anatomopathologique de la fibrose, mais aussi de l'activité inflammatoire, c'est de l'activité nécrotico-inflammatoire. Je viens de vous dire, donc nous avons deux critères importants, voilà, à l'anapathe de la cirrhose, c'est la fibrose et les nodules de régénération. D'accord, on va retrouver de la fibrose des nodules de régénération. Et puis, nous avons l'inflammation du foie. Voilà, et les conséquences de cette inflammation qui était chronique, c'est la nécrose, c'est la destruction du parenchyme hépatique. On va retrouver que tout le parenchyme a été bel et bien bousillé. D'accord, donc la classification de Métavir qui va nous apprécier la fibrose, voilà, va tenir compte de deux critères. Le premier, c'est l'activité. Voilà, qu'on va symboliser A, ça veut dire activité inflammatoire. D'accord. Le deuxième critère, c'est la fibrose symbolisée F. Ok. Alors, dans l'activité inflammatoire, nous avons A0, A1, A2, A3. Il faut bien savoir que de A0 à A3, il y a une hépatite. Mais l'ampleur de l'hépatite augmente en allant de A0 vers A3. A0, c'est une hépatite chronique mais sans activité histologique. C'est-à-dire que sur le plan histologique, on ne voit aucune lésion, d'accord, ou très peu de lésions soi-disant. Voilà, très peu de lésions, c'est-à-dire des lésions négligeables, hein, d'accord. Voilà, on parle même pas d'activité histologique légère, parce que si l'on parle d'hépatite avec activité histologique légère, on est déjà dans le A1, activité histologique modérée c'est A2, activité histologique sévère c'est A3, donc là le plus souvent c'est la sérologie qui nous permet de poser le diagnostic, bien qu'on ne fasse pas très souvent la biopsie, voilà, la ponction biopsie hépatique, d'accord, ou la ponction biopsie du foie, la PBF. La fibrose, F0, il n'y a pas de fibrose, aucune fibrose. F1, il y a de la fibrose portale et périportale, mais il n'y a pas de septum fibreux. D'accord, il n'y a pas de pan de fibrose dont je vous parlais tout à l'heure, et ces septums-là qui nous déterminent justement, qui nous délimitent pardon, les nodules de régénération, ils vont circonscrire comme ça de petites sphères qui vont être occupées par une prolifération hépatocytaire importante. Voilà, c'est les nodules de régénération. F2, c'est de la fibrose portale et périportale avec de rares septums fibreux. Ensuite, F3, voilà, fibrose portale et périportale avec de nombreux septums fibreux. Donc de F0 à F3, on ne parle que de fibrose et ce n'est pas de la cirrhose. Ce n'est qu'au-delà de F3, c'est-à-dire F4, qu'on parle de cirrhose. Là, je vous ai laissé alors ces petites schématisations qui vous permettent alors comment dirais-je là, d'un peu là, je n'ai aucun mot utile, hein. Laisse tomber de relier, voilà, la classification de Métavir, qui est une classification théorique. Là, vous savez, voilà, nous avons A1, F2, A2, F3, etc. Donc, c'est ce qu'on va avoir comme classification en tant que clinicien. Mais sur le plan anatomopathologique, voilà ce que nous allons retrouver. Voilà ce qui va
nous permettre alors de qualifier ou de qualifier cette lésion-là de F1 et celle-là de F4, celle-là de F3, etc., etc. J'espère que le message est passé. Donc nous avons, voilà, ici c'est de la fibrose portale. Nous n'avons ni pan ni rien du tout. C'est de la fibrose portale stricte. Même pas, c'est de la fibrose portale sans septum, en fait portal et périportal, et nous avons F2. Regardez en F2, qu'est-ce que je vous ai dit en F2? Il va y avoir de rares septums fibreux, donc c'est des petits septums, on parle de septum au pluriel ou de septa, d'accord? Voilà, ce sont des septa ou des septums, quand vous pouvez les voir ici, je ne sais pas si je peux faire un agrandissement, bien que la coupe soit un peu, voilà, médiocre, de qualité, mais quand même. Donc voilà ici, vous voyez des pans. Vous voyez des pans, ce sont les septeurs. C'est les pans de fibrose dont je vous ai parlé. Ensuite, bien sûr, plus on avance dans la classification de Métavir, plus la fibrose augmente. Là, vous voyez que les septums ont commencé à s'installer, mais ils sont plus ou moins épais. Mais au stade 4, on parle de stade de cirrhose ou de fibrose très avancée avec des septums très épais. Voilà, donc c'est ces septums-là que vous allez retrouver au cours de votre examen anatomopathologique. Voilà, vous voyez les septums, entre ces septums-là, nous avons des nodules de régénération. Vous voyez ces sphères-là qui vont être occupées par des hépatocytes prolifératifs. Voilà, ce sont les nodules de régénération. De l'autre côté, il en est de même, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc F0, il n'y a pas de fibrose. F1, il y a de la fibrose, mais qui est justement portale. F2, voilà, début de constitution des septa. F3, septa bien constitués, installés, mais ils ne sont pas trop épais. Ils n'ont pas commencé à nous délimiter des nodules de régénération. F4, on parle de cirrhose. Les nodules de régénération sont délimités. Vous voyez ici, voilà, de la fibrose, voilà, qui entoure et qui délimite des nodules de régénération. Là, c'est un peu pour voir donc la concordance qu'il y a entre la classification de Métavir, voilà, le fibroscan et l'évolution progressive de la fibrose hépatique. Donc, vous voyez ici F0, F1, voilà, donc soit c'est de la fibrose légère ou absence de fibrose F0, et puis F2, il y a une fibrose significative, observable, remarquable. F3, c'est une fibrose sévère, et puis si ça continue à s'accentuer, à augmenter, donc on arrive au stade 4 qui est l'authentique séreuse. Et puis là, la chose qui va un peu vous impressionner le plus, c'est que nous avons une concordance entre ces scores d'élasticité hépatique et les complications de la cirrhose. Par exemple, nous avons ici une échelle, voilà, qui parle de l'élasticité hépatique, hein. Voilà, la diminution de l'élasticité hépatique, d'accord? Voilà, plus ces valeurs augmentent, plus l'élasticité diminue, pour vous le dire, et plus la fibrose est importante. Là, c'est au fibroscan, hein. Nous avons les valeurs d'élasticité, par exemple, à partir de la valeur de 27,5, on va avoir des varices œsophagiennes stade 2 ou 3. Et puis là, 37,5, on parle de cirrhose, child de B ou C, et puis nous avons 49 début d'acide, 54 risque de carcinome hépatocellulaire, 63 les varices vont se rompre. Maintenant, on va s'attarder sur la clinique de la cirrhose hépatique. Sur le plan clinique, je vous avais dit, lorsque les nodules de régénération arrivent à pourvoir aux fonctions hépatiques, on est tranquille, les fonctions hépatiques sont toujours conservées, on parle de cirrhose non compliquée, c'est une cirrhose compensée, voilà. Non seulement il y a les fonctions hépatiques qui sont assurées, il n'y a pas d'autres complications comme l'hypertension portale et ses conséquences, notamment les varices œsophagiennes qui nous agacent. Et nous avons
les différentes autres complications, l'acide et tout ce qui s'ensuit. Mais lorsque la cirrhose est compliquée, on parle de cirrhose compensée. Soit il va y avoir une insuffisance hépatocellulaire, il va y avoir d'autres complications. Voilà, je vous les avais citées et on va les voir au fur et à mesure. Il y a un autre cours dédié aux complications. Le voici. On va le faire plus tard. Alors, donc, nous avons la cirrhose compensée. Les circonstances diagnostiques, la cirrhose compensée, c'est une cirrhose non compliquée. Donc, sur le plan clinique, ni le malade ni le médecin sont alarmés. Pardon? Et donc, la découverte va être fortuite à l'occasion d'un examen clinique, biochimique, systématique ou intervention abdominale, d'accord, une chirurgie digestive, je sais pas, opérer un ulcère ou autre. Voilà, ou un cancer du côlon. Donc, découverte fortuite à l'occasion d'un examen clinique, hépatomégalie, d'accord, un bord inférieur du foie tranchant, le foie il est dur, biochimique, élévation des transaminases, d'accord, ou intervention abdominale. Voilà. Alors, l'examen clinique, le foie. Voilà, quand on palpe le foie, on se rend compte qu'il y a une hépatomégalie avec un bord inférieur qui est, d'accord, tranchant, qui est dur. Il peut être, le foie peut être atrophique, il peut être hypertrophique, il peut être de taille tout à fait normale. D'accord? Donc voilà un foie normal, voilà un foie cirrhotique. Voilà. Et les signes d'insuffisance hépatocellulaire qui peuvent également être repérés, bien que voilà. En fait, pour qu'une insuffisance hépatocellulaire devienne alarmante, il faut qu'elle soit très importante. Ça veut dire qu'il va y avoir une hypoprotédémie importante, un syndrome hépatorénal, avec donc des œdèmes généralisés, etc. Mais quand il y a que des angiomes stellaires, il y a de l'érythrose palmaire, hypocratisme digital ou une simple gynécomastie, donc le plus souvent les malades ne s'en rendent pas compte, mais parfois ils consultent, notamment pour cet hypocratisme génital. Les signes d'hypertension portale, on aura une splénomégalie. Donc hypertension portale, ça veut dire qu'il y a une complication. D'accord, ce n'est pas une acide c'est pas une acérose compensée, pardon. Donc on aura une splénomégalie, une circulation veineuse collatérale quand vous pouvez l'observer. D'accord, et sur le plan biologique, c'est les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Donc le TP bas, d'accord, le TP bas. Pardon, ici, je me suis trompé. C'est TP, c'est pas TB. Alors, TP bas, qui est non corrigible par de tests de colère, c'est-à-dire on administre de la vitamine K en intraveineux et ça n'arrive pas à corriger le TP parce que le TP reflète les facteurs de coagulation en vitamine K dépendants. Donc, lorsqu'il est diminué, soit nous avons une carence en vitamine K, soit nous avons un défaut de synthèse. C'est l'usine alors de ces facteurs qui est plutôt défaillante. Donc, s'il en administre en intraveineux de la vitamine K et que ce TP ne se corrige pas, voilà, on se rend compte qu'il y a un problème hépatique et non pas une carence vitaminique. Le facteur 5 qui est bas également, qui n'est pas vitamine K dépendant, l'albuminémie qui est basse aussi. Voilà, albuminémie, baisse des pressions en côte qui va avoir à l'origine d'œdème, hyperbilirubinémie à prédominance conjugué. Donc, il n'y a pas de problème de conjugaisance. Il va y avoir une rétention, d'accord, de bile en intrahépatique. D'accord? On peut même avoir un ictère lorsque les taux sont trop élevés. Donc, une hypertransaminasémie modérée parce qu'on est toujours dans le compensé, mais lorsqu'il y a alors une décompensation, les transaminases vont arriver au plafond. Hypersplénisme avec diminution des plaquettes, c'est quoi un hypersplénisme? Ça veut dire que il y a un excès de fonction hémolytique de la rate. Voilà, quand il y a une hypertension portale, malheureusement, je n'ai pas un schéma d'anatomie sur lequel je peux vous expliquer ce, ce, ce mécanisme-là, mais laisse tomber dans le cours de l'hypertension portale, on va tout ressortir. Hein. D'accord, il va y avoir un hypersplénisme, ça veut dire que le sang, du fait que le sang splénique ou le sang de la rate n'est pas drainé parce qu'il y a une hypertension portale, il va se congestionner. Voilà, il va séjourner longtemps au niveau de la rate. Au lieu d'être drainé, il se congestionne, il s'accumule au niveau de la rate. Et la rate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a beaucoup de temps en contact avec le sang. Donc elle se met, voilà, et elle s'amuse à détruire les éléments figurés, et les plaquettes, et les globules blancs, et les globules rouges. Donc nous allons avoir une pancytopénie, c'est-à-dire effondrement des trois lignées, d'accord, cellulaires, sanguines,
thrombopénie, leucopénie, anémie, on parle de pancytopénie. Alors, le bloc bêta-gamma, l'électrophorèse des protéines sériques, c'est très évocateur alors de cirrhose, des caractéristiques de cirrhose à l'électrophorèse des protéines sériques. Je ne sais pas si je vous ai mis un schéma ou non. Voilà, sinon je vous le mettrai dans le canal. À l'endoscopie, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'endoscopie? On retrouve des varices œsophagiennes, des varices gastriques, des varices ectopiques, gastropathie hypertensive. Voilà, la gastropathie hypertensive, c'est un aspect très caractéristique que vous pouvez observer à l'endoscopie si vous y assistez. Nous avons ici des varices ectopiques, d'accord, c'est des varices en dehors de l'estomac et de l'œsophage. On peut les retrouver au niveau intestinal ou ailleurs, au niveau rectal également. Nous avons des varices œsophagiennes, des varices gastriques, des varices ectopiques. Voilà les varices ectopiques, c'est des varices gastriques. Et nous avons la fameuse gastropathie hypertensive. Il n'est pas nécessaire de pratiquer une fibroscopie œsogastro-duodénale de dépistage chez les patients ayant une cirrhose compensée Child A. D'accord? Donc, lorsque la cirrhose est Child A, il n'est pas recommandé ou il n'est pas nécessaire de pratiquer cette fibroscopie qui reste invasive pour le malade sans antécédent de décompensation. Si le malade n'a pas un antécédent de décompensation, n'a pas déjà fait une hypertension portale ou là une acide ou là un syndrome hépatorénal ou peu importe, voire une encéphalopathie hépatique, donc il n'a pas d'antécédent de décompensation ni de carcinome hépatocellulaire avec un taux de plaquettes 150 supérieur à 150 000, voilà, et au fibroscan c'est inférieur à 20, donc nous n'avons pas à pratiquer cette fibroscopie œsogastro-duodénale. C'est lorsqu'il y a donc une complication cliniquement repérable ou bien, d'accord, il y a un antécédent de complication. C'est un malade qui a déjà fait des varices œsophagiennes ou probablement qui se sont rompues. C'est un malade qui a fait une hypertension portale avec acide, avec hyperspénisme, pancytopénie, anémie. La pancytopénie, on peut retrouver qu'une anémie, on peut retrouver qu'une thrombopénie, pas forcément effondrement des trois, d'accord? Alors, voilà, ça c'est les grades des varices œsophagiennes. Alors, le grade 1, ce sont des varices qui s'affaissent à l'insufflation. Ça, c'est une classification. Voilà où c'est un grading endoscopique. D'accord? C'est à la fibroscopie œsogastro-duodénale qu'on fait ce grading-là. Varices qui s'affaissent à l'insufflation, c'est des grades 1. Grade 2, c'est des varices qui ne s'affaissent pas à l'insufflation, mais qui n'obstruent pas la lumière œsophagienne, ne sont pas en fait circonférentielles ou ne sont pas trop volumineuses. Soit elles obstruent la lumière œsophagienne parce qu'elles sont trop volumineuses. Une seule varice qui fait saillie, d'accord, franchement, dans la lumière, elle va l'obstruer, d'accord? Ou bien parce qu'elles sont circonférentielles, c'est-à-dire qu'elles vont rétrécir complètement, va avoir oblitéré la lumière œsophagienne, donc il va y avoir notion de dysphagie. Alors grade 3, c'est des varices obstruant complètement la lumière œsophagienne. Très bien, c'est le grade 3 parce qu'elles sont circonférentielles comme vous le voyez sur cette image. Ici, nous avons les varices œsogastriques en association aux varices œsophagiennes, nous retrouvons toujours à la fibroscopie œsogastro-duodénale des varices gastriques. Voilà des varices œsogastriques. C'est à la jonction, c'est au niveau du cardia. C'est des varices cardiales, voilà la grosse tubérosité, voilà le fibroscope et voilà les varices œsogastriques. Là, c'est sur l'écran qu'on a pris ces deux photos-là. On peut avoir des varices œsogastriques, voilà, de type 1, quand on peut avoir des varices œsogastriques type 2. Donc, c'est une distinction purement topographique, d'accord? C'est-à-dire la localisation de ces varices au niveau, alors, de la cavité gastrique ou au niveau de la jonction œsogastrique, cavité, en fait, lumière œsophagienne et lumière gastrique. Sur le plan imagerie, donc on fait souvent appel à une échographie avec un Doppler hépatique qui est indispensable et qui met en évidence pas mal d'anomalies. Une dysmorphie hépatique, ça veut dire qu'il va y avoir un démantèlement, je vous l'avais dit, de l'architecture hépatique, comme on le retrouve à l'anapathe, on le retrouve également à l'échographie. Des signes d'hypertension portale. Quels sont les signes d'hypertension portale? C'est très simple. Splénomégalie, reperméabilisation d'axe vasculaire qui devrait être
collabé ou prolabé, pardon, collabé ou oblitéré, dilatation du tronc porte, hypertension portale, vitesse diminuée du flux portal. Ça veut dire qu'il y a des résistances énormes qui empêchent une circulation portale physiologique. Hein. Complications de la cirrhose et de l'hypertension portale. On retrouve une acide, une thrombose porte, un cancer du foie. On peut retrouver des lésions alors suspectes. La TDM abdominale, elle est indiquée seulement dans des cas particuliers, notamment en cas de suspicion alors de carcinome hépatocellulaire. L'IRM abdominale, elle est indiquée à partir du grade B de la cirrhose. Voilà, nous avons un peu quelques anomalies. C'est des coupes échographiques que j'ai retrouvées sur un site et qui m'ont vraiment, impressionné. Alors j'ai tenu les partager. Donc nous avons un foie dysmorphique, vous voyez, avec des contours irréguliers et on voit en intraparenchémateux qu'il y a des dysmorphies. On voit des hyperéchogénicités qui sont en lien avec les septums fibreux. Voilà, ici c'est la dilatation du tronc porte. Vous voyez comment il est dilaté, il est très joli à voir. Et nous avons un foie hétérogène, micronodulaire, avec toutes ces hyperéchogénicités, c'est de la fibrose. Hypertension portale. Au cours de l'hypertension portale, on aura diminution des vitesses dans le tronc porte, ça c'est du ressort du Doppler. Et nous avons ici une IRM abdominale, pondération T2 en coupe axiale. On voit qu'il y a une hypertrophie hépatique avec des contours irréguliers. Qu'est-ce qui rend ces contours irréguliers? C'est les nodules de régénération. Parce que quand on palpe un foie, d'accord, il est irrégulier superficiellement parce qu'il y a les nodules de régénération qui vont un peu rendre sa surface granuleuse, si vous voulez. Voilà, nous avons ici un tronc porte qui est dilaté, ça c'est à la TDM avec injection de produit de contraste. Hein. Au temps portal, voilà ce qu'on va observer. On voit que le produit de contraste est parvenu au niveau de la veine porte et voilà, on voit qu'il y a une reperméabilisation, voilà, une revascularisation de la veine ombilicale. Et on voit ici la reperméabilisation, la revascularisation de la veine ombilicale va vous donner cet aspect-là que l'on appelle le synonyme, pour que je ne me trompe pas, j'espère que j'en ai parlé. Alors, c'est le syndrome, comme synonyme, hein, je déconne ce soir, je vais très mal. Alors, ici, dans les complications de Baumgarten, quelque chose comme ça, je voudrais pas que je me trompe dans le nom, parce que c'est un nom propre. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est alors? Alors, il doit être ici, pardon. Voilà, on va le retrouver. Ou là, dans le cours de l'hypertension portale. Je sais pas, dans le cours, c'est le syndrome de Baumgarten, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est la reperméabilisation de la veine ombilicale avec cet aspect-là. On a l'impression qu'il y a une statue là qui fait saillie sur la paroi abdominale. La ponction biopsie du foie, c'est l'examen de référence pour le diagnostic de la cirrhose. C'est le meilleur examen qui va nous permettre de prélever un petit bout du foie et le soumettre à une étude anatomopathologique, mais elle se fait par voie transcutanée, d'accord, ou par voie transjugulaire. On va cathétériser et puis la faire. Mais si il y a des contre-indications, on va s'abstenir. Pourquoi? Parce que quand il y a des troubles de l'hémostase secondaires, surtout à l'insuffisance hépatocellulaire avec un TP inférieur à 50% et exploration de l'hémostase primaire qui met en évidence un temps de saignement allongé supérieur à 10 secondes, une thrombopénie inférieure à 80 000, c'est une thrombopénie quand même importante. Et quand le malade est non coopérant, notamment en cas d'encéphalopathie hépatique, donc on ne la fait pas, mais ça reste le meilleur examen qui va mettre en évidence les lésions, qui va permettre une bonne classification, éventuel carcinome, voilà, qui a échappé à l'imagerie. Les méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose, il y a le fibrotest, donc c'est un dosage biochimique de 5 marqueurs sanguins, 5 biomarqueurs, alpha-2, macroglobuline, aptoglobine, apolipoprotéine A1, bilirubine, gamma-GT, et nous avons bien sûr l'âge et le sexe qui vont être pris en compte. Pourquoi? Parce que
Il y a alors une standardisation en fonction de l'âge et du sexe. Élastométrie du foie, c'est quoi l'élastométrie du foie? Je viens de vous en parler, c'est le fibroscan. On va maintenant nous attarder sur la cirrhose décompensée. La cirrhose décompensée, elle est marquée par l'apparition des complications. Ce ne sont pas des complications, ce ne sont pas les petits signes alors de l'insuffisance hépatocellulaire comme les angiomes stellaires, comme l'érythrose, comme les, je sais pas quoi, l'hypocratisme et tout ça, non, il va y avoir c'est des complications qui gênent le malade et c'est certainement le médecin aussi, d'accord, et qui amènent le malade à aller consulter, d'accord, même s'il ne savait pas qu'il était hépatitique et qu'il est devenu sérotique, là il est devenu sérotique compliqué, donc il s'amène à consulter pour la première fois. On peut alors révéler cette cirrhose au stade de complication. Voilà, ce n'est pas rare. Alors, acide, ictère, c'est surtout l'hépatite B qui donne ces acides-là, c'est qui donne ces cirrhoses-là, infracliniques jusqu'au stade de complication, hein. Acide, d'accord, on aura une acide, ictère à bilirubine conjuguée, hein. Voilà, ça peut aller jusqu'à bilirubine libre, voilà, quand le foie cesse de fonctionner. Hypertension portale, varice œsophagien, ça c'est la fibro œsogastro-duodénale. Parfois, c'est un malade qui fait une hématémèse, il vient alors pour hématémèse, dans le cas de l'urgence, on l'explore, on retrouve que c'est une rupture de varice œsophagienne, qui soit un sérotique connu ou non. Encéphalopathie hépatique, on va parler de la symptomatologie dans le cours des complications, et le carcinome hépatocellulaire qui est une complication quand même, voilà. C'est la complication la plus grave, hein, d'accord. Voilà, notamment si le carcinome avance, c'est bon. Alors l'acide, parce qu'il est quand même de mauvais pronostics, c'est un cancer difficile. Alors l'acide, c'est une complication fréquente de la cirrhose, elle est d'abondance variable. On peut avoir une acide de petite abondance qui est difficile quand même à objectiver à l'examen clinique, donc c'est l'échographie qui nous la révèle. Moyenne abondance, matité mobile au niveau des flancs lombaires. Il va y avoir une matité mobile au niveau des flancs lombaires. À la percussion, on la découvre. Abondante, c'est des signes d'intolérance, douleur et dyspnée. Et à ce moment-là, il y a une indication de ponction évacuatrice parce que le malade tolère très mal son acide. La ponction exploratrice est systématique, mais la ponction évacuatrice n'est pas toujours systématique. La ponction évacuatrice, c'est lorsqu'il y a une mauvaise tolérance de la part du malade, dyspnée, douleur, voilà. Donc il faut quand même évacuer sa cavité péritonéale pour qu'il tolère mieux son acide. Mais la ponction exploratrice est systématique dans toutes circonstances, bien qu'on sache que c'est un sérotique, bien qu'on sache qu'il a fait une hypertension portale. Non, on fait une ponction exploratrice pour études biochimiques, microbiologiques et anatomopathologiques. D'accord, donc la ponction exploratrice systématique devant une acide, c'est l'aspect. Voilà déjà la macroscopie, d'accord, donc on va à un liquide jaune citrin, c'est déjà, on se dit, il n'y a pas d'infection. La biochimie, pauvre en protides, taux de protides inférieur à 25, c'est pauvre en protides. Cytologie, on recherche des polynucléaires, d'accord, neutrophiles surtout, qui doivent être inférieurs à 250 éléments par millimètre cube. Quand il y a une infection spontanée du liquide acide, donc voilà, voilà le paramètre qui va varier, et voilà l'autre paramètre qui va varier, c'est l'aspect et la cytologie. Et bien sûr, la bactériologie, on va retrouver un liquide stérile. C'est une acide voilà, d'origine hémodynamique secondaire à une hypertension portale ou à une hypoprotédémie due à cette cirrhose. Les complications de l'acide, il y a des complications mécaniques, comme c'est les signes de maltolérance, soit la dyspnée, rupture de l'embellique avec ce qu'on appelle une éventration, voilà un embellique déplissé, voilà en doigt de gant, voilà c'est l'embellique qui va faire saillie dans le milieu extérieur, il va se déplisser, c'est une acide de très grande abondance.
Ou bien alors il va y avoir une dyspnée, parfois quand l'acide est de trop grande abondance et que le malade a déplissé son ombilique et qui n'a pas consulté, l'acide continue à se constituer, à s'enrichir jusqu'à ce qu'il y ait une rupture de l'ombilique qui est une urgence chirurgicale. La surinfection du liquide d'acide, urgence thérapeutique. La surinfection du liquide d'acide, non seulement nous avons une acide, chose qui nous dérange pas mal, il va y avoir une surinfection de ces liquides qui va provoquer la décompensation hépatique le plus souvent, d'accord, même si le foie était bien que l'hypertension portale, s'il y a une surinfection, d'accord, ça va lui faciliter la décompensation, donc il va y avoir une fièvre, douleur abdominale, décompensation. Les polynucléaires dans le liquide d'acide vont être supérieurs à 250 éléments par millimètre cube. Si c'est inférieur à 250 éléments, je viens de vous dire qu'il n'y a pas d'infection, d'accord, et même l'aspect, il nous oriente, d'accord. Bon, on ne doit pas s'y référer de façon absolue, mais quand même, ça nous rend tranquille initialement. Voilà, donc nous avons une acide, ça c'est une acide de moyenne abondance, d'accord. Mais celle-là, c'est une acide de grande abondance. Ça, il faut bien savoir examiner un patient, d'accord, acidique, avec acide, voilà, aussi bien en décubitus dorsal qu'en décubitus latéral droit, voilà, parce que l'acide va se collecter, voilà, du côté droit et on va la percuter tranquillement, on va sentir bien l'amatité. L'ictère, il est dû à un défaut d'excrétion de la bilirubine. C'est un ictère à bilirubine mixte. Conjugué, non conjugué, mais à prédominance conjuguée, il est associé à des urines foncées, d'accord, à des urines foncées avec bilirubinurie, donc hyperbilirubinémie. La bilirubine va être filtrée par le rein, donc elle va passer dans les urines, elle va en augmenter, d'accord, la couleur, l'importance de la couleur. Voilà, donc ça va donner cette couleur-là très prononcée. C'est une c'est une bilirubinurie avec des sels décolorés parce c'est comme une cholestase, d'accord? Il n'y a pas de libération alors de bilirubine, de bile, pardon, dans le duodénum, donc il n'y a pas de stercobiline et les sels vont être décolorés, d'accord? Il y aura un défaut également de digestion lipidique, d'accord? Donc voilà ici le phénotype de l'ictère au cours de la cirrhose décompensée. L'encéphalopathie hépatique, c'est des troubles neuropsychiques et musculaires secondaires à l'insuffisance hépatocellulaire. Voilà, pour ce qui est de la physiologie de de l'encéphalopathie hépatique, on va essayer de l'aborder ultérieurement. Donc elle relève d'un mécanisme multifactoriel. Il y a les neurotoxines qui proviennent du lit sanguin splanchnique, ammoniac, les faux neurotransmetteurs, etc., parce qu'il y a une stase sanguine à ce niveau-là. Il y a l'hémorragie digestive, il y a les infections. L'infection est un facteur de très mauvais pronostic concernant alors l'encéphalopathie hépatique. Elle l'aggrave anormalement. Traitement diurétique, c'est contre-indiqué en cas d'encéphalopathie hépatique. D'accord, un traitement diurétique. Attention, les troubles ioniques, il faudrait vite les corriger. Déshydratation également, les neuroleptiques et la constipation aussi, parce que s'il y a une constipation, ça favorise encore le passage des neurotoxines. Les différents stades de l'encéphalopathie hépatique, je vous ai envoyé le cours, vous pouvez les voir, donc c'est astérixie surtout, c'est ce qu'on appelle le flapping tremor, et nous avons voilà les troubles de la conscience. Ça va commencer par une inversion du rythme du sommeil. D'accord, il dort le jour, il veille la nuit. Après obnubilation, somnolence. Après coma qui répond aux stimulations. Et puis coma qui ne répond pas aux stimulations. La dégénérescence en carcinome hépatocellulaire. La cirrhose est un excellent lit de carcinome hépatocellulaire. C'est un état pré-néoplasique par excellence. C'est pratiquement je ne sais pas combien le taux exact de cancer hépatocellulaire qui se développe sur un lit de cirrhose. Le plus souvent, le carcinome hépatocellulaire va là mettant les autres types qui sont très rares, d'accord, à part. Les manifestations, il va y avoir donc les signes que vous observez dans tous les cancers à un stade avancé, altération de l'état général, notamment amaigrissement. C'est un malade qui va être très amaigri, c'est pratiquement de la peau sur l'os, fièvre inexpliquée, et il fait de la fièvre, soit par surinfection, ou là c'est une fièvre d'origine
d'origine néoplasique et la fièvre d'origine maligne, elle a de multiples explications physiopathologiques, augmentation du volume du foie, d'accord, on palpe le foie, voilà, il va être hypertrophique, mais ce n'est pas constant, des douleurs au niveau de l'hypocondre droit, acide hémorragique ou chileuse, quand il y a une acide hémorragique ou chileuse, là ça nous alarme, quand on fait une ponction d'acide et on la retrouve hémorragique ou chileuse, on craint le CHC, le dépistage du CHC chez le patient sérotique doit être systématique. Et là, c'est une question d'examen, d'accord, par une échographie hépatique tous les 6 mois, plus ou moins le dosage de l'alpha-fétoprotéine. Le dosage de l'alpha-fétoprotéine n'est pas nécessaire, voilà, donc on peut l'associer quand on s'en permet, d'accord, mais c'est l'échographie tous les 6 mois qui est importante. Les autres complications, les complications hématologiques, je viens de vous parler de l'insuffisance hépatocellulaire qui va donner des troubles de la coagulation, un facteur 5 bas, tous les facteurs de coagulation de synthèse hépatique vont diminuer, c'est la plupart. Ils vont diminuer avec un TP bas, une anémie, thrombopénie, voire leucopénie, c'est pancytopénie ou la anémie ou la bicytopénie, anémie, thrombopénie, ça dépend, parce que parfois on n'arrive pas à attraper cette leucopénie parce qu'il y a l'infection qui simule un peu alors la synthèse des polynucléaires. Les complications endocriniennes, c'est la féminisation. Pourquoi? Parce que les androgènes voilà, ne sont plus transportés dans le sang. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'hormones stéroïdes qui doivent alors être transportés dans le sang par des transporteurs synthétisés au niveau hépatique. Dès que le foie cesse d'en synthétiser, donc les androgènes ne sont plus efficaces ou efficients, donc il va y avoir une féminisation, aménorrhée, d'accord, chez la femme, une stérilité, un hypogonadisme, un diabète, une gynécomastie. Des complications pulmonaires, c'est la dyspnée, hypertension artérielle pulmonaire qui est due à l'hypertension portale. Les complications cardiaques, c'est la tachycardie, diminution modérée de la pression artérielle diastolique secondaire à l'hypertension portale et à la cirrhose parce qu'il y a une vasodilatation systémique. Et les complications rénales, c'est l'insuffisance rénale d'origine hépatique, c'est le syndrome hépato-rénal. Nous allons parler maintenant de l'évaluation du pronostic, c'est le CHILD. Vous avez ce tableau-là à retenir et puis vous pouvez répondre, voilà, au QCM sans aucun souci. Hein. Le pronostic des patients atteints d'hépatopathie chronique est hautement variable. Donc le pronostic n'est pas toujours massacré. Il dépend de facteurs comme l'étiologie, la sévérité de l'atteinte hépatique, la présence de complications et de comorbidités si le patient est diabétique, hypertendu, insuffisant rénal, etc. Des scores pronostiques dans le score de Child-Pugh ont été développés afin d'estimer la survie des patients de manière simple et fiable. Le score, c'est un score pronostique. Plus précisément, il va nous estimer la survie des patients sérotiques de manière simple et fiable, et ainsi d'adapter optimalement leur prise en charge. La classification de Child, appelée plus couramment le score de Child, est basé sur 5 paramètres qu'il faudrait connaître par cœur. La bilirubine dans le sang, l'albumine dans le sang, le taux de prothrombine qui est le TP, l'acide et l'encéphalopathie hépatique. Le tableau ci-dessous détaille la manière de calculer le score. Alors, si nous avons une acide absente, c'est 1 point. Présente, modérée, 2 points. Présente, tendue ou réfractaire au diurétique, 3 points. Après bilirubine, si bilirubine inférieure à 35, c'est 1 point. Entre 35 et 50, c'est 2 points. Voilà. Supérieur à 50, c'est 3 points. Vous êtes en train de collecter les points. Il en est de même pour l'albumine, INR-TP, encéphalopathie. Soit on prend TP ou l'INR, ou les deux si vous voulez. On va additionner tous les points et on va voir. Si c'est entre 5 et 6 points, c'est un child A. D'accord, de bon pronostic parce que la survie à 1 an est de 100%. Si c'est entre 7 et 9 points, c'est 80% de survie à 1 an. Si c'est un child de C, 10 à 15 points, voilà, il y a trop de points, il y a trop de 3 points en donc il va y avoir une survie à 1 an de 45%. Alors ici, pour ce qui est des étiologies, on va parler de l'hépatite B, des étiologies infectieuses au premier rang. Donc l'hépatite virale B, c'est un problème majeur de santé publique en Algérie et à travers tout le monde. Le caractère asymptomatique et peu symptomatique, paucisymptomatique, non spécifique, asthénie, douleur abdominale, arthralgie, on n'est pas le plus souvent.
on n'est pas le plus souvent, comment dirais-je là, alarmé au bon moment. D'accord? Raison pour laquelle on est diagnostiqué le plus souvent tard. Alors, donc, la biologie, c'est des alates fluctuantes, voire normales. Même sur le plan biologique, cette infection-là peut échapper à notre vigilance, mais il y a un contexte évocateur, il y a un contexte évocateur, par exemple, c'est des malades qui s'injectent de la drogue, patients jeunes, et qui s'injectent de la drogue, probablement VIH, et d'autres infections, d'accord, à transmission sexuelle, à transmission sanguine, on doit faire notre sérologie, on doit l'interpréter avec grande prudence. Le diagnostic, il est le plus souvent fortuit, d'accord, on le découvre au cours d'un bilan préopératoire, au cours d'une consultation systématique comme ça d'une autre spécialité qui ne fait pas partie de l'hépato, donc et on se rend compte qu'il y a alors une sérologie positive où là il y a des signes évocateurs de l'hypertension portale. La sérologie positive, c'est l'antigène HBS positif. Les complications révélatrices, c'est vraiment désolant de diagnostiquer une hépatite B au stade de complications, acide, hémorragie digestive, éventuellement carcinome hépatocellulaire. Ça existe. Il faut quand même circuler dans les consus, dans les urgences, etc. Vous allez voir que ça existe chez nous, ça existe vraiment. Les lésions histologiques, il va y avoir une nécrose hépatocytaire parcellaire, c'est caractéristique. Il va y avoir une inflammation lymphoplasmocytaire. On va retrouver beaucoup de plasmocytes au sein du parenchyme hépatique si l'on fait la biopsie et de la fibrose bien sûr. Alors les critères diagnostiques anatomopathologiques, nous avons aspect en verre dépoli. D'accord? Glande, glace, d'accord, des noyaux. Aspect en verre dépoli des hépatocytes. Voilà l'aspect en verre dépoli. Vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, vous voyez, vous voyez. Donc voilà l'aspect en verre dépoli du cytoplasme des hépatocytes contenant l'antigène HBS. Le cytoplasme, il est bourré d'antigènes. Par contre, les noyaux, tout à l'heure, je vous ai dit aspect en verre dépoli des noyaux. Je me suis trompé, faites attention. Je me suis embobiné sans faire attention. Donc c'est un aspect de cytoplasme. D'accord, donc c'est les cytoplasmes qui sont en verre dépoli. Les noyaux, ils vont être en sablonneux, c'est comme du sable. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cytoplasme, on retrouve de l'antigène HBS qu'on retrouve dans le sang, voilà, qu'on dose à la sérologie. Et antigène HBC, il est dans le noyau. L'antigène HBC, HBS dans le cytoplasme hépatocytaire et antigène HBC, on peut et l'antigène HPC dans le noyau, on le voit à l'immunohistochimie. Quand on fait l'immunohistochimie, on se rend compte qu'il y a un antigène HBC au niveau des noyaux, quand vous les voyez colorés en marron, et antigène HBC, c'est du marron dans le cytoplasme. D'accord. À l'immunohistochimie, vous savez bien, c'est quoi une immunohistochimie? D'accord. C'est des anticorps spécifiques, voilà, qu'on va mettre en présence avec nos lames et on relie, on fait une lecture au microscope, voilà ce qu'on va voir. Et l'anatomopathologiste Mskin, il va se mettre à compter les noyaux un par un pour savoir combien voilà, de noyaux se sont colorés, le pourcentage de la coloration, etc. Si vous voulez en savoir plus, passez à l'anapath. Donc l'hépatite virale C, c'est également un problème majeur de santé publique. D'accord? 170 millions dans le monde entier, ce qui équivaut à 3% de la population mondiale. La clinique est silencieuse, l'hépatite B, mais cette fois-ci, on peut avoir des manifestations extra-hépatiques, notamment l'asthénie. L'asthénie, une angine peut donner une asthénie. Alors, la biologie alate modérément élevée. D'accord, alate modérément élevée, moins de 5 fois la normale et fluctuante. Toujours alate fluctuante, hépatite B, hépatite C à éliminer. Faites attention, d'accord? On ne se dit pas c'est du ressort du spécialiste, etc. Même si vous êtes médecin généraliste ou dans une autre spécialité, faites attention. Le diagnostic le plus souvent méconnu ou négligé jusqu'à ce que les lésions atteignent le stade de cirrhose, c'est au stade de complication qu'on diagnostique les hépatites. Quand elles ne sont pas dépistées, quand une personne avec un comportement à risque ne dépiste pas, où là il y a eu une découverte fortuite, de diagnostic précoce, donc on les diagnostique un peu tard. On fait la sérologie, c'est l'anticorps anti-virus d'hépatite C, PCR en temps réel, quantitative et qualitative. Et nous avons les maladies
les maladies auto-immunes, les cirrhoses d'origine auto-immune, la cirrhose biliaire prémitive. Nous avons l'hépatite auto-immune dans la cirrhose biliaire prémitive. J'attire votre attention sur son évolution qui est quand même progressive et lente vers la cirrhose. Donc l'évolution va être tardive. La biologie, on va doser IgM élevé, IgG élevé, phosphatase alcaline élevée, élévation modérée des transaminases, à la différence des hépatites B et C. Et l'anticorps qui induit alors cette maladie, c'est l'anticorps antimitochondrial AMA, notamment AMA-M2, qui est positif dans 100% des cas. Voilà les aspects. Voilà l'aspect histologique de la cirrhose. Voilà, j'aurais aimé vous en parler un peu plus profondément, mais là, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Alors, hépatite auto-immune, contexte auto-immun, il va y avoir d'autres maladies auto-immunes, maladie cœliaque, un Crohn, je sais pas, rectocolite hémorragique, une thyroïdite auto-immune, Hashimoto ou Basdo, peu importe. Il s'agit d'une hépatite d'interface d'activité moyenne ou sévère. C'est une hépatite d'interface et c'est son aspect anatomopathologique qui nous a permis de lui conférer ou de lui comment dirais-je là décerner ce nom, de lui attribuer ce nom. Disposition des hépatocytes en rosette, c'est une hépatite d'interface. Les hépatocytes vont se disposer en rosette, chose que vous pouvez clairement observer sur ces images. Lésions hépatocytaires nécrotico-inflammatoires. Présence d'anticorps particuliers, ce sont les anticorps antinucléaires antimusculisent. Grande sensibilité au traitement par corticoïdes parce que c'est une hépatite auto-immune. On va essayer de freiner un peu le processus inflammatoire et les lésions vont régresser. La cholangite sclérosante prémitive, d'accord, elle se traduit sur le plan morphologique par de l'inflammation, de la fibrose, des voies biliaires intra-extra-hépatiques. Comme son nom l'indique, c'est une cholangite. Épidémiologie, prédominance masculine, 2 hommes sur une femme, qui survient à l'âge jeune, entre 25 et 40 ans, incidence estimée à 1 à 5 sur 100 000 habitants. Donc imaginez, c'est quand même rare comme maladie, comme toutes les maladies auto-immunes. Association fréquente au MICI, c'est-à-dire à la rectocolite hémorragique, le plus souvent, bien que la rectocolite hémorragique et à la maladie de Crohn, il y a d'autres colites, voilà, ou d'autres MICI, d'accord, mais moins fréquentes que ces deux-là principales. Donc, association fréquente au MICI, donc on fait une coloscopie systématique devant une cholangite sclérosante prémitive à la recherche donc d'une MICI associée. La clinique, c'est des angiocolites à répétition avec évolution vers la cirrhose, voire le cholangiocarcinome qui est de très mauvais pronostic. Le diagnostic morphologique repose sur la cholangio-IRM qui retrouve des sténoses courtes et étagées des voies biliaires, aussi bien intra que extra-hépatiques. Voilà. L'aspect anatomopathologique, c'est une fibrose concentrique en bulbe d'oignon. C'est également très beau à observer, c'est en bulbe d'oignon. Et nous avons la stéatohépatite non alcoolique. Là, je vous laisse la lire. L'origine alcoolique, la toxicité cellulaire de l'alcool dépendent de 2 facteurs, d'accord. Et le premier, les doses dépendantes, d'accord. Donc, plus les doses sont élevées, plus les lésions sont importantes. Le deuxième correspond à une susceptibilité individuelle génétique, c'est-à-dire il y a un terrain génétique ou d'idlo al-khamr, donc ça va finir par cette hépatite alcoolique, ensuite cirrhose, ensuite carcinome hépatocellulaire, voilà, et je suis quasi sûr que la plupart d'entre vous ont entendu au moins une fois dans leur vie qu'un voisin, un cousin ou un ami qui est décédé d'un cancer du foie. Pourquoi? Parce qu'il buvait pendant toute sa vie. La maladie de Wilson, c'est une dégénérescence hépato-lenticulaire. C'est une maladie de système d'origine, d'accord, héréditaire, qui est en lien avec le métabolisme, d'accord, du cuivre. Et voilà donc une atteinte cutanée tégumentaire. Voilà, c'est des dépôts. Et nous avons l'anneau de Fleischer à la lampe à fente. Et je crois que vous allez revoir cette maladie en neurologie quand vous ferez le syndrome parkinsonien. L'hémochromatose, c'est une affection génétique héréditaire à transmission autosomique récessive. L'hémochromatose, tout le monde la connaît. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours de biochimie sur les oligoéléments. On nous en a parlé avec professeur à la F. Voilà, je file bien. Alors, la physiopathe surcharge polyviscérale en fer secondaire à l'hyperabsorption de celui-ci et son accumulation.
dans le foie, le pancréas, le cœur et les articulations et les gonades. Le diabète, il va y avoir la clinique diabète, hypogonadisme, diabète par atteinte pancréatique, hypogonadisme, atteinte hypothalamique, cardiomyopathie, atteinte cardiaque, arthrite et dépôt de fer dans les parenchymes, le foie, le pancréas, hypophyse antérieure. C'est atteinte hypophyse hernéenne, c'est pas l'atteinte hypothalamique, mais ça peut se produire, atteinte hypothalamique possible. Obstacle biliaire. Cirrhose d'origine mécanique, obstacle biliaire, cirrhose biliaire secondaire à une lithiase, la voie biliaire principale, je sais pas, par normalement ça doit pas exister, une sténose biliaire traumatique en les règles par simple chirurgie, obstacle vasculaire, maladie véno-occlusive, nous avons le syndrome de Budd-Chiari, donc ce sont des thromboses au niveau des vaisses hépatiques, au niveau de la veine cave inférieure, dans son segment compris entre l'abouchement des vaisses hépatiques et sans débouchement au niveau de l'oreillette gauche. La péricardite constrictive également, ça va induire la même chose pratiquement que le syndrome de Budd-Chiari, c'est une hypertension portale d'origine post-hépatique. Maintenant, on s'arrête et on reprend avec un autre enregistrement, voilà, où là on va parler de la prise en charge de ce fameux problème-là de santé publique.